Ils nous ont bannis comme un virus, pas par la guerre, pas par un fracas, mais par un simple vote. J'étais assis dans les entrailles rouillées d'un cargo délabré, en orbite autour du vide spatial, quand la transmission est arrivée. Les mots ont résonné sur toutes les fréquences comme un verdict définitif. Par décret unanime, le Conseil galactique désigne l'Homo sapiens comme espèce exilée de classe 9. Toute présence humaine sur le territoire du Conseil est passible d'effacement. Du jour au lendemain, l'humanité a disparu des cartes stellaires officielles. Sans débat, sans procès, sans dernier mot. Mais voilà le problème avec l'interdiction des humains. On ne peut pas interdire la rage. On ne peut pas exiler la mémoire. Et on ne peut certainement pas effacer des hommes comme moi. Je m'appelle Cole. J'étais le commandant Cole Riker de la flotte terrienne. Désormais, je n'étais plus qu'un hors-la-loi parmi les charognards et les fantômes, sauf que je n'étais plus un simple exilé. Ce message a ravivé en moi une flamme qui couvait depuis des années. Ils nous croyaient brisés, dispersés, éteints. Mais ils n'ont fait que réveiller les derniers loups. Voyez-vous, le Conseil ne nous a pas bannis parce que nous étions dangereux. Ils nous ont bannis parce que nous avons cessé de jouer le jeu. Après l'effondrement sur Terre, après que les nations ont brûlé et que l'IA nous a trahis, après que les riches ont fui vers leurs royaumes orbitaux et que les pauvres ont péri sous les cendres, l'humanité n'a pas disparu. Nous avons évolué, nous nous sommes endurcis, nous avons perdu espoir. Et lorsque les extraterrestres sont venus nous offrir la paix, nous leur avons pris la main d'un côté et construit des armes de l'autre. Le Conseil pensait nous intégrer, nous éduquer. En réalité, il confiait la garde des poules aux loups. Pendant un siècle, nous les avons étudiées. Chaque faiblesse, chaque loi, la fragile moralité de chaque espèce. Nous avons appris leurs techniques, leurs tactiques, leurs limites, et nous n'avons jamais oublié qui nous étions. Ce vote pour interdire les humains. L'incident survint sur la lune minière X-9. Un équipage humain, composé principalement de mercenaires, refusa d'évacuer pendant une tempête de plasma. Non par entêtement, mais parce que l'enfant d'un diplomate tsar était piégé dans les galeries minières. Les extraterrestres abandonnèrent les leurs. Les humains, non. 3 d'entre eux périrent en sauvant l'enfant. L'un d'eux, le capitaine Mason Thorne, transmit un bref message avant d'être emporté par la tempête. Voilà ce que signifie l'humanité. Bande d'enfoirés. Le Conseil ne pouvait pas laisser ça se répandre comme une traînée de poudre. Il ne pouvait pas laisser ses citoyens comparer son ordre lâche à une race de singes belliqueux en voie d'extinction. Alors, ils nous ont déclarés hors la loi. Non pas parce que nous étions une menace pour l'univers, mais parce que nous menacions leur pouvoir. De retour sur le cargo, j'ai vu le message se répéter dans 12 dialectes extraterrestres différents. J'ai ri. Vraiment, j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'ils pensaient que ce message marquait la fin. Ce n'était pas le cas, c'était le début. J'ai accédé au canal sécurisé, l'ancien qu'ils croyaient abandonné. Des parasites, un sifflement. Puis les voix. Gravier, rage, loyauté, voix humaine, mercenaires, traîtres, seigneurs de guerre, charognards. Nous n'avions pas parlé depuis des années, pas depuis le traité noir. Mais le silence fut rompu par un instinct partagé. Ils nous ont mis hors la loi, dis-je. Et maintenant, demanda une voix que je n'avais pas entendue depuis 10 ans, Juno, mon ancienne officière tactique. Maintenant, nous leur rappelons ce que cela signifie. La diffusion n'atteignit pas tous les humains, mais ce n'était pas nécessaire. Elle atteignit les bonnes personnes. Nous n'étions plus reliés par un commandement. Plus de drapeaux, plus de grades, plus de bottes cirées, ni de médailles de laiton. Cet ordre avait disparu avec la Terre. Ce qui nous restait était quelque chose de plus ancien, de plus brut. Des groupes de survivants, une loyauté forgée dans le feu et des rancunes qui traversèrent les étoiles. Quelques heures après le vote du Conseil, l'ancien canal était de nouveau opérationnel. Officiellement, du moins. Nous n'avons jamais laissé de traces comme les autres espèces. Mais il y avait des signaux, des bribes d'anglais dissimulés dans les journaux de bord automatisés, de subtils changements dans les mouvements des drones, des balises orbitales clignotant en morse. Les humains communiquaient à nouveau.
et aucun ne semblait prêt à se rendre. J'ai dévié la route du cargo vers Vega Drift, la dernière station connue sous contrôle humain hors de la juridiction du Conseil. Du moins, la dernière encore debout. Le Conseil aimait envoyer des patrouilles de nettoyage dans ses avant-postes. Des drones pour la plupart, ou des équipes de mercenaires d'espèces suffisamment hostiles aux humains pour être bon marché. Mais Vega Drift était différente. Elle était armée. De gros canons, elle se dressait comme un poignard rouillé aux portes de la zone d'exclusion, en orbite autour d'une lune morte qui avait jadis abrité une base de recherche terrienne. Chaque surface de Vega était brûlée, cabossée, percée de fuites, ou rafistolée avec des plaques de récupération. Mais elle était toujours là, et surtout, elle se souvenait. Juno était déjà là quand j'ai accosté. Je ne l'avais pas vue depuis 12 ans. Elle portait toujours cette même veste de vol usée, rapiécée d'insignes d'une flotte disparue. Son regard était dur, comme de la pierre polie. « Tu as entendu ?» demandai-je en posant le pied sur l'anneau d'amarrage. Elle ne fit pas de signe de tête, ne cligna même pas des yeux. J'ai entendu. Que nous reste-t-il? Sa mâchoire se crispa. Plus qu'il ne le pense, moins que ce dont nous avons besoin. Nous étions assis dans la salle de commandement. Acier nu, faible puissance, éclairage rouge. La table entre nous était couverte de noms. Des centaines. Des équipages tombés au combat. Des capitaines renégats, des amis morts. J'en ai ajouté un de plus avec la lame de mon couteau. Mason Thorne. Juno soupira, les yeux rivés sur l'écran de la console. Des nouvelles des ruines Century. 2 vieux vaisseaux de guerre terriens sont encore opérationnels, amarrés dans un chantier naval oublié. Le bouclier est instable, mais les canons fonctionnent. Je haussai un sourcil. Quel modèle? Les Krakens, sifflai-je. Ils ont été interdits par les protocoles de Genève, des armes anticapitales. Une seule bordée peut déchirer un vaisseau-ville en 2. Elle se pencha en avant. C'est précisément pour cela que nous en avons besoin. Nous fixâmes tous deux l'écran tandis qu'une carte des systèmes centraux du Conseil se chargeait. Des dizaines de points clignotaient. Chacun représentait une planète qui avait banni notre espèce. Chacun était un défi silencieux. Sur les bords de la carte, de fins anneaux rouges marquaient les zones humaines hostiles. Ils les appelaient ainsi pour justifier les attaques, pour faire passer l'extermination pour de la diplomatie. Ils nous ont effacés de la loi, murmura Juno. Mais ils ont oublié quelque chose. Quoi donc? Elle croisa mon regard. Nous étions déjà hors la loi, nous sommes simplement devenus plus efficaces. La première étape n'était pas la guerre, c'était la mémoire. Nous devions rappeler à la galaxie ce que sont les humains. Juno et moi avons repris contact avec d'anciens individus, des trafiquants du marché noir, des capitaines oubliés, et même quelques espèces hybrides qui nous devaient une faveur. Nous n'avons pas supplié. Nous leur avons offert une chance, une cause. Quelque chose de plus que cette lente dégradation de la paix du Conseil. Je suis allé sur les champs Nekra, où des prisonniers humains exilés avaient été abandonnés des décennies auparavant. Aucun moyen de transport, aucune technologie, juste une planète enveloppée de tempêtes et d'un brouillard carnivore. La politique du Conseil stipulait qu'il s'agissait d'une relocalisation non létale. Ils ont menti. J'ai atterri au beau milieu d'un bidonville de survivants. Des hommes et des femmes au visage balafré, armés d'armes de fortune, s'exprimant dans un dialecte terrien haché. Ils n'avaient pas oublié qui ils étaient. Et quand je leur ai raconté ce que le Conseil avait fait, ils n'ont pas hésité. « On est déjà mort pour les étoiles », a grogné l'un d'eux. « Autant les hanter, ces salauds ». La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des convois humains commencèrent à apparaître dans les couloirs secrets, dissimulés derrière des ceintures d'astéroïdes et des portails de sceaux, oubliés. Ce n'étaient pas des flottes, pas encore, juste des fragments, de vieux vaisseaux de guerre dépouillés de leurs équipements pour gagner en vitesse. Des cargos transformés en vedettes lance-missiles. Des escadrilles de chasseurs pilotées par des vétérans
n'ayant plus rien à perdre. Mais ils arrivaient. 3 semaines après l'interdiction, le Conseil organisa un sommet sur Helix Prime pour célébrer l'unité. Les médias galactiques en firent un événement digne d'une fête. Drapeau de la paix, spectacle de lumière holographique, discours sur le progrès et l'équilibre. Soudain, la diffusion fut piratée. Les écrans vacillèrent. Un crépitement parasite interrompit la musique. Et la voix de Mason Thorne résonna à travers 1000 mondes. Voilà ce que signifie l'humanité, bande d'enfoirés. L'écran afficha sa dernière transmission, brute, sans filtre, baignée de sang. On y voyait ces hommes se frayer un chemin à travers des tempêtes de plasma pour sauver un enfant extraterrestre qui n'était même pas de leur espèce. On y voyait le vaisseau fondre derrière eux. On vit le visage de Thorne tandis que la tempête l'engloutissait tout entier. Puis vint le message, non pas de la Terre, mais de nous. Vous nous avez mis hors la loi, vous avez fait de nous des fantômes. Mais les fantômes ne meurent pas, ils chassent. Et sur ces mots, l'écran devint noir. La réaction du Conseil était prévisible, une panique teintée d'arrogance. Ils lancèrent des mandats d'arrêt contre quiconque soupçonnait d'aider les humains, imposèrent des contrôles dans tous les grands ports et déployèrent davantage de patrouilles pour éliminer les sympathisants humains. Mais il était trop tard. Lorsqu'ils réalisèrent que l'infection s'était propagée, elle avait déjà contaminé leur sang. Une semaine plus tard, un cuirassé du Conseil explosa au-dessus de la zone neutre, près de l'Hexagone 9. Non pas suite à une attaque de la flotte, mais à cause d'un sabotage. Un technicien humain avait infiltré l'équipage 6 mois auparavant. Une simple pression sur un bouton et 40 000 tonnes d'acier extraterrestre se transformèrent en un feu d'artifice. La galaxie tenta de faire comme si c'était un cas isolé, une anomalie. Puis un convoi commercial du Conseil disparut près de Black Reach. Puis une navette diplomatique Zarn fut retrouvée à la dérive. Sa coque était recouverte de graffitis humains. Vous nous avez créés. Maintenant, assumez nos responsabilités. Nous ne cherchions pas à gagner des batailles. Nous nous efforcions de saper leur confiance. Juno se tenait à mes côtés sur le pont d'observation de Vega Drift, observant les étoiles se déplacer en temps réel. La station vibrait d'énergie. Des vaisseaux s'amarraient, des ingénieurs modernisaient les armes, des soldats s'entraînaient. Les fantômes se réveillaient. Tu crois qu'ils vont se défendre avec acharnement ? Demanda-t-elle. J'acquiesçai. Ils vont paniquer, ils vont nous traiter de terroristes. On l'est ? Je souris en coin. C'est le but. Elle me regarda. Vraiment, elle me regarda. Et si on perd ? Je ne broncha pas. Nous avons déjà perdu la Terre, nous avons déjà perdu notre nom. Il ne reste que la rage, et la rage n'a pas besoin de foyer. Juno ne sourit pas. Elle se retourna simplement vers les étoiles. Alors montrons-leur ce que signifie exiler les loups. Vega Drift vibrait comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. On pouvait le sentir dans le métal sous ses bottes. Comme si la station elle-même se souvenait d'avoir été construite pour la guerre. Des hommes qui ne s'étaient pas revus depuis la chute de Terra se serrèrent en la main au-dessus de caisses d'armes. De vieilles rancunes étaient enfouies sous de nouvelles, plus acérées. Il n'y avait pas de politiciens ici. Pas de force de maintien de la paix, seulement des hors-la-loi au regard hanté et aux mains calleuses. Nous n'avions pas besoin d'une armée, nous avions besoin d'une tempête. Et cette tempête commença avec un homme nommé Bra. Il n'était pas militaire. Jamais. Bra était un de ces enfants nés de la guerre, élevé dans les bidonvilles orbitaux pendant les émeutes de la faim. Il avait 12 ans lorsqu'il tua un homme pour la première fois. 13 ans lorsqu'il pilota un chasseur. 15 ans lorsqu'il construisit sa propre flotte. Il ne croyait ni aux drapeaux ni aux alliances, mais à la vengeance. Je l'ai trouvé sur les vestiges de l'anneau de cendre, une ancienne raffinerie d'astéroïdes devenue plaque tournante du marché noir. Ce n'était plus qu'un amas de débris flottants, vestige d'une patrouille de nettoyage effectuée un an auparavant. Bra n'a pas bronché quand je lui ai raconté ce qu'avait fait le Conseil.
Il s'est contenté de faire craquer ses articulations et a dit « Il était temps ». Puis, il m'a tendu une puce, des coordonnées. C'est un itinéraire de convoi du Conseil. Peu gardé, grande valeur. Il faut frapper fort, frapper fort. Juno et moi avons ramassé ce que nous avions. Pas une flotte, juste 3 vaisseaux, un cargo de guerre réaménagé, une vieille barge minière équipée de lance-torpilles, et mon cargo désormais blindé comme un taureau. On l'a appelé Opération Echo. L'objectif n'était pas les ressources, ce n'était pas la victoire. C'était la peur. Le convoi est apparu exactement là où Braque l'avait indiqué. 3 transports, 2 escortes légères, un convoi de ravitaillement du Conseil se dirigeant vers les systèmes intérieurs, chargé de noyaux de plasma rares et de synthétiques médicaux. Nous n'avons pas utilisé de camouflage. Nous n'avons pas brouillé les signaux. Nous nous sommes assurés qu'ils nous voient arriver. La première explosion est venue du vaisseau de Juno. Le soleil mort. Un tir de canon à plasma a transpercé l'escorte de tête, la coupant net en deux. Le second vaisseau a fait demi-tour pour riposter, mais la barge de Brax lâchait déjà des mines comme des confettis. J'ai pris le centre. Le cargo a percuté le flanc du plus gros transport. Ses bras articulés ont déchiré la coque comme du papier d'aluminium. Mon équipe est se montée à bord dans un éclair. Pas de discours, pas de négociation. Nous n'avons tué personne, seulement l'équipage de commandement. Puis nous avons diffusé en direct les images brutes et sanglantes. Les systèmes du Conseil n'ont pas pu bloquer l'attaque assez vite. La galaxie a vu des humains hors la loi s'emparer d'un convoi du Conseil, avec une précision et une haine féroces. Nous n'avons pas vociféré. Nous n'avons pas fait étalage de notre puissance. Nous sommes restés plantés là, au-dessus des morts, et nous n'avons dit qu'une chose. Voilà ce que vous avez créé. De retour sur Vega Drift, l'atmosphère a changé. On le sentait comme la tension qui précède l'orage. La frappe n'était pas qu'une simple victoire. C'était une preuve. La preuve que l'humanité n'était ni brisée, ni dispersée, ni éteinte. Nous étions furieux. La réponse du Conseil est arrivée 3 jours plus tard. Ils ont envoyé un croiseur de siège, un de leurs vaisseaux les plus puissants, pour nettoyer Vega Drift une fois pour toutes. Tactique classique du Conseil. Faire un exemple et appeler ça la paix. Mais cette fois, nous étions prêts. Le CNS Corax s'est mis en orbite avec toute l'arrogance qu'on pouvait attendre. Boucliers activés, communication exigeant une reddition immédiate. Ils ignoraient ce que nous avions dissimulé dans le champ de débris. L'équipe de Brax travaillait depuis des semaines à récupérer de vieux canons à bobines terriens, transformant des pièces détachées en armes cinétiques guidées. Dès que le Cororax atteignit sa position, nous avons déclenché l'explosion. 4 projectiles cinétiques, chacun se déplaçant à 20 000 mph, ont percuté le dessous du croiseur. La coque s'est déformée. Les moteurs se sont arrêtés. Il n'a pas explosé. Il s'est simplement immobilisé. Et c'était pire encore. Nous sommes montés à bord, avons pris le contrôle du pont et avons enchaîné tous les officiers. Nous ne les avons pas tués, nous les avons filmés. Déchus de leur grade, ligotés, impuissants, nous les avons laissés déambuler à pied dans les niveaux inférieurs du Vega. Devant chaque enfant affamé, chaque soldat blessé, chaque survivant en haillons. Le message était clair. Vous nous avez mis hors la loi, mais vous ne nous avez pas brisés. Le Conseil se tut ensuite, non par peur, mais par calcul. Ils commencèrent à utiliser des intermédiaires, à engager des mercenaires parmi les espèces les plus féroces, promettant crédit, vaisseau, territoire pour chaque crâne humain livré. Peu importait, nous ne nous contentions pas de riposter, nous. Infection, le système. Planète après planète, station après station, des fantômes humains commencèrent à apparaître. Certains sabotèrent la technologie du Conseil. D'autres détournèrent quand des routes commerciales. Quelques-uns se contentèrent d'apparaître, de murmurer des histoires, puis de disparaître. La peur fit plus de dégâts que les armes à feu. Pendant ce temps, Juno préparait la suite. Plus seulement des attaques, plus seulement une vengeance, mais une structure.
Elle commença à bâtir ce qu'elle appelait le réseau, des cellules d'humains et de sympathisants disséminés à travers les étoiles. Ni flotte, ni gouvernement, un mouvement. Chaque cellule poursuivait 3 objectifs: survivre, frapper, répandre la vérité. Sans chef, sans faiblesse. Lorsque le Conseil prit conscience de la situation, la moitié de son infrastructure reposait sur des systèmes secrètement construits par des techniciens humains. Leur communication, leur production alimentaire, leurs robots de sécurité. Et nous étions impliqués dans tout cela. Je me souviens d'un jour où j'ai assisté au discours d'un ambassadeur du Conseil sur l'unité interstellaire, sachant pertinemment que le projecteur creux avait été piraté pour retransmettre chaque mot à notre base. Il se croyait un fervent défenseur de l'ordre. Nous, on riait. Mais tout n'était pas rose. La guerre n'est jamais ainsi. Geller, le second de Brax, a été touché lors d'une escarmouche près de l'Arche Andari. Un tireur d'élite d'une équipe de mercenaires lui a vaporisé la moitié du crâne en plein commandement. Nous l'avons enterré dans l'espace. Pas de discours, juste le silence et les étoiles. Les pertes s'accumulaient. La pression du Conseil s'intensifiait. Les primes offertes pour nos têtes atteignaient des sommes à 6 chiffres. Juno fut blessée lors d'un abordage, touchée aux côtes par des éclats d'obus. Elle ne cria même pas. Elle se recousit la plaie et continua de donner des ordres. Certains jours, nous mangions à peine. D'autres, nous dormions à peine. Mais pas une seule fois, personne n'a dit « arrêtons ». Parce qu'on ne s'arrête pas quand on est traqué. On devient un prédateur encore plus redoutable. Au bout de 2 mois, des rumeurs commencèrent à circuler dans les mondes du Conseil. Des murmures évoquaient une flotte humaine grandissante dans les secteurs fantômes. Des vaisseaux sans papier, armés d'armes indétectables. Une voix, la nôtre, s'était élevée, détournant les émissions du Conseil pour révéler la vérité. Les massacres, les trahisons, les prisons, l'interdiction. Nous n'avons pas crié justice, nous avons dit la vérité comme des lames. Et la vérité blesse plus profondément que n'importe quel laser. Juno m'a prise à part un soir, la main encore ensanglantée après avoir soigné un combattant blessé. « Ils ont peur », a-t-elle dit. J'ai acquiescé. Ils ont raison. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas nous qu'ils ont peur, ce que nous représentons. J'ai froncé les sourcils. Et qu'est-ce que c'est ce que c'est? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Le rappel que leur paix repose sur le silence et que nous en avons fini de nous taire. Tout a commencé sur Veraxis, une planète sans importance stratégique. Pas de base militaire, pas de dépôt d'armes, juste une colonie terraformée affiliée au Conseil, peuplée de diplomates, d'enseignants et de familles. Le genre d'endroit qui montrait au reste de la galaxie, regardez comme notre ordre est paisible. Mais Veraxis abritait aussi Echo Hall, le plus grand centre de données en dehors du corps du Conseil. Archives historiques, registres génétiques, images censurées. Ils s'en servaient pour effacer la vérité, déformer le récit et réécrire l'histoire. Juno appelait ça leur machine à mensonges, et nous allions la neutraliser. Pas besoin d'armée. Il nous fallait du timing, de la précision et une équipe prête à tout. Cette équipe, c'était la mienne. Le plan était simple, suicidaire et parfait. Je m'infiltrerais en me faisant passer pour un contrebandier capturé. Déguisement du Conseil, fausse identité, signature biométrique falsifiée. Juno et 2 autres infiltreraient les réseaux électriques inférieurs, pendant que Bra coordonnerait une panne d'électricité depuis l'orbite. Durant ces 30 secondes d'obscurité, nous pénétrerions dans la chambre forte, copierions les données et manipulerions le noyau pour qu'il s'effondre. Nous n'allions pas simplement voler la vérité. Nous allions la faire éclater au grand jour. On m'a contrôlé comme n'importe quel autre criminel. Menotté, scanné, encore scanné. Un gardien Zarn m'a ricané en me poussant en cellule. « Vous autres, vous n'apprenez jamais » a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Inutile. Dans 30 minutes, le courant serait coupé et il ne resterait plus que cendres. Au service de maintenance, l'équipe de Juno travaillait en silence.
Pas un bruit, pas une erreur. Chaque geste répété 1000 fois. Elle se connecta au conduit d'alimentation, modifia les systèmes de refroidissement et implanta la puce de brûlure avec la précision d'un chirurgien. Pendant ce temps, l'équipe de Brax flottait en orbite, dissimulée derrière la lune de la planète, à bord d'un cargo protégé par un bouclier. Ils guettaient l'horloge comme un prédateur, guettant le moindre signe de ralentissement. Nous étions invisibles dans leur système. Ils ne nous ont jamais vus venir. À 4 heures du matin, les lumières se sont éteintes. Veraxis a plongé dans le noir complet pendant exactement 33 secondes. Durant ces quelques secondes, nous avons pénétré dans Echo Hall comme si de rien n'était. Les portes de sécurité sont restées ouvertes. Les communications internes ont cessé de fonctionner. Les systèmes d'urgence ont diffusé en boucle d'anciens journaux de bord. Nous avons filé à Stockholm, toute allure dans des couloirs silencieux, devant des rangées d'écrans où l'histoire de l'humanité avait été effacée. Des guerres rebaptisées émeutes. Des massacres dissimulés sous des opérations de relocalisation. Tout était là, enfoui, attendant. La voix de Juno perça le brouhaha. Téléchargement en cours. 10%, 20%. Je restais en position près du coffre-fort. Arme au poing. L'air avait un goût d'ozone brûlé, le genre de choses qui plane avant que la foudre ne frappe. Et puis, c'est arrivé. Le visage d'un enfant sur l'écran, yeux au beurre noir, lèvres balafrées, sales, oubliées. La légende. Colon humain, colonie 27, non censurée, sujet de rééducation. Ça m'a frappé de plein fouet. Je connaissais ce visage. C'était mon frère. Il est mort dans cette colonie. J'avais enterré son nom. J'ai enfoui le souvenir. Mais le Conseil ne l'a pas enfoui. Ils l'ont utilisé. Ils l'ont classé dans la catégorie des mineurs récalcitrants. Ma main s'est crispée sur l'arme. J'ai failli appuyer sur la détente de l'écran. La voix de Juno est revenue. 80%. Tiens bon, Cole. On y est presque. Les lumières ont vacillé. Les équipes d'intervention du Conseil se réveillaient. Dehors, les sirènes hurlaient. À l'intérieur, je fixais un écran et sentais une nouvelle mort m'envahir. Quand le courant fut rétabli, nous avions disparu. Les données furent diffusées par un millier de nœuds fantômes. Sur Veraxis, chaque écran affichait les mensonges du Conseil, juxtaposés aux images brutes, aux morts réels, aux cris étouffés sous le poids de la bureaucratie et des discours convenus. Des stations orbitales aux foyers civils, tous ont vu leur utopie saigner de vérité. Et nous n'avons pas caché nos visages. C'était l'appel de Junon. Elle a dit qu'ils voient que nous ne sommes pas des monstres dans l'ombre. Nous sommes les enfants de la vérité. Ils ont essayé de nous tuer. Et quand les gens nous ont vus marqués, furieux, vivants, ils n'ont pas vu des terroristes. Ils se sont vus eux-mêmes. Ce jour-là, le Conseil perdit bien plus qu'une simple base de données. Il perdit la maîtrise du récit. Et dans un monde bâti sur la narration, c'est la mort. Des protestations éclatèrent dans les colonies neutres. Les espèces non humaines exigèrent des audits, la réouverture d'archives, et posèrent des questions restées enfouies pendant des décennies. Un à un, les alliés du Conseil se turent, non par loyauté, mais par peur. Car si les humains possédaient autant de preuves, combien d'autres restaient cachés? Le Conseil nous traitait de radicaux, mais en privé, ils employaient un autre terme, règlement de compte. 2 semaines plus tard, Juno reçut un message d'un navire marchand près de la frontière pitérienne. Un transfuge. Un officier du renseignement du Conseil exigeait son exfiltration en échange de preuves concernant le projet Silence. Ça ressemblait à un piège, ça sentait le piège, mais on ne pouvait pas l'ignorer. J'y suis allé seul. La viande se trouvait dans une vieille casse orbitant autour d'une lune délabrée. Pas de renfort, pas de soutien. Juste moi, un fusil à impulsion et une rage au ventre. Il attendait, pâle, maigre, nerveux. Il s'appelait Varn, mi-psylaque, mi-membre du Conseil. Il ne parlait pas comme un bureaucrate.
Il parlait comme un homme en proie à des cauchemars. Il me tendit une puce sans dire un mot. Je la scannais. Elle révélait des charniers, des vaisseaux marqués par le Conseil humain, des coordonnées dans l'espace du Conseil, et une autre chose. Des enregistrements audio de responsables du Conseil discutant de l'autorisation finale. Je le regardais. Pourquoi me donner ça? Il répondit à voix basse. Parce que ma fille est née avec de l'ADN humain. Ils disent qu'elle est contaminée. Je n'avais pas besoin de demander la suite. Son regard en disait long. Je ne l'ai pas tuée. Il ne me l'avait pas demandé. Nous sommes retournés à Vega Drift avec la puce. Nous l'avons utilisée pour chaque âme présente dans la station. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Les hommes qui avaient tué sans hésiter sont restés figés. Même Bra n'a pas juré. La voix de Juno tremblait lorsqu'elle a parlé. Il ne se contentait pas de nous effacer. Il testait à l'extinction. C'est alors que la vengeance a pris une autre dimension. C'est devenu une guerre. Non seulement contre le Conseil, mais contre le silence lui-même. Je me tenais devant le plus grand rassemblement de survivants humains depuis l'effondrement. Mercenaires, marchands, ingénieurs, enfants. Certains n'avaient jamais vu la terre. Certains avaient encore de la terre sous les ongles. Je leur ai dit la vérité. Je leur ai montré les tombes. Je leur ai montré ce que le Conseil faisait dans ses laboratoires secrets. Puis, j'ai posé une seule question. Allez-vous mourir en silence? Le rugissement qui m'a répondu a fait trembler les murs. Nous n'étions plus des fantômes. Nous étions le feu. Et la galaxie était sur le point de s'embraser. Le Conseil aurait dû réduire le transfuge au silence dès qu'il a ouvert la bouche. Mais ils ne l'ont pas fait. Et dans cette hésitation, tout s'est effondré. La puce que Vaughn nous a donnée, ses coordonnées, ses corps, ses protocoles de stérilisation, n'ont pas seulement révélé une politique. Ils ont révélé un schéma. Ils ont prouvé ce que nous soupçonnions depuis des décennies. Le Conseil n'avait pas peur de ce que l'humanité avait fait. Il craignait ce dont nous étions capables, notre capacité d'adaptation, notre survie acharnée, notre mémoire implacable. Et maintenant, le reste de la galaxie commençait à s'interroger. Si les humains étaient mis hors la loi pour leur dangerosité, qu'avaient donc dissimulé d'autres le Conseil? La zone de Vega était devenue plus qu'un simple refuge, un symbole. Les vaisseaux qui fuyaient autrefois à l'espace du Conseil se mirent à faire route vers elle. Un ingénieur Zarn arriva à bord d'une navette monoplace, ne transportant qu'une caisse de noyaux de données du Conseil. À l'atterrissage, il ne dit rien, se contenta de remettre les noyaux à Juno avant de s'effondrer. À l'intérieur, des dossiers de modifications et modifications génétiques, des dizaines d'espèces, des centaines d'essais non autorisés sur des sujets humains et non humains, la plupart marqués comme éliminés. Il ne s'agissait pas seulement de nous. Nous étions la première cible, pas la seule. La portée du réseau a triplé en une semaine. Les drones du Conseil ont commencé à dysfonctionner en pleine patrouille. Les relais de communication ont diffusé des messages humains déformés. Les colonies du Proconcil ont perdu le contrôle des réseaux électriques. Leurs mondes n'ont pas sombré dans le noir. Ils sont devenus rouges. Nous étions partout désormais. Les fantômes qu'ils croyaient avoir effacés avaient appris à hanter chaque câble, chaque base de code, chaque système de porte dérobé. Nous ne demandions plus l'accès, nous l'avons pris. Mais le Conseil ne s'est pas effondré comme une étoile mourante. Il s'est replié sur lui-même. Ils ont lancé des vagues de propagande qualifiant la puce du transfuge de contrefaçon, accusant les sympathisants humains de déstabiliser l'harmonie galactique. Ils ont tenté de manipuler la vérité comme une arme. Et pendant un instant, ils ont failli y parvenir. La peur est une force puissante, surtout lorsqu'on a bâti son pouvoir sur elle. Certains systèmes ont fermé leurs frontières, refusé l'entrée humaine et imposé des ordres de contrôle et d'élimination aux vaisseaux de réfugiés. Rihilo Prime était l'un d'eux. Officiellement, Rihilo était une zone neutre, mais lorsqu'un convoi médical humain transportant des enfants a tenté d'accoster pour des réparations, il s'est vu refuser l'accès. À 4 reprises, nous avons frôlé la catastrophe, nos systèmes de survie défaillants. À notre arrivée, le vaisseau n'était plus qu'un amas de débris en orbite.
Juno, le visage blême, se tenait sur la passerelle. « Ce n'étaient pas des soldats, » murmura-t-elle. « Non, répondis-je. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Nous avons récupéré ce que nous avons pu, des échantillons d'ADN, les enregistrements des boîtes noires et un nom gravé dans la coque, dans le métal brûlé. Nous n'étions pas l'ennemi. » La riposte fut immédiate. Bras en fut l'instigateur. Sans demander la permission, sans prévenir personne, il prit une équipe d'intervention et bombarda la tour d'amarrage principale des Riot avec des mines à plasma récupérées. 800 diplomates du Conseil furent vaporisés. Dommages collatéraux? Certes. Un sentiment de culpabilité peut-être, mais pour Bras, pour beaucoup d'entre nous, ce n'était pas un meurtre. C'était une question d'équilibre. Juno détestait ça. C'est ce qu'ils prétendent. Non, dis-je, c'est ce qui nous rend honnêtes. Ils inscrivent leurs péchés dans des traités. Nous les inscrivons dans notre sang. Nous n'avons pas célébré la grève, mais nous ne nous sommes pas excusés non plus. Le temps des excuses s'est arrêté le jour où ils ont interdit notre existence. Les répercussions de Rilo ont fendu la galaxie en deux. Certaines espèces nous condamnaient publiquement, mais ouvraient des canaux secrets pour nous fournir des vivres, des refuges sûrs, voire des renseignements. D'autres exigeaient notre éradication totale. Les Ari proposaient des protocoles de détection humaine à l'échelle du système, une façon polie de dire génocide, propre et bureaucratique. Mais pour chaque ennemi qui se levait, un nouvel allié perçait le masque du Conseil. L'un d'eux était un capitaine Valdari du nom de Solas. Son vaisseau a fait défection en pleine patrouille. C'est coupure des communications, extinction des balises et transmission d'un unique message à notre réseau. Ils ont menti. Vous n'avez jamais été la menace. Vous étiez l'avertissement. Nous l'avons laissé entrer, non par confiance, mais par stratégie. Solas nous a apporté des codes, les horaires de patrouille, les points faibles de l'anneau de défense interne du noyau, et autre chose. Une carte stellaire classifiée, que le Conseil n'avait pas publiée depuis plus d'un siècle. Elle montrait un système marqué en rouge, des zones interdites, des zones mortes, des zones interdites. Solas affirma que c'était là que le projet Silence avait été perfectionné. L'endroit où ils avaient appris à effacer les humains, l'endroit où ils avaient testé l'extermination. Nous devions y aller. Juno voulait une mission de reconnaissance. Petite, discrète, juste de la reconnaissance. Bras voulait y aller à corps perdu. Moi, je voulais des réponses. Alors j'ai choisi la voie du milieu. On a envoyé un équipage de 6, moi y compris, à bord d'un vaisseau furtif blindé. Pas de drapeau, pas de traînée thermique. Furtivité totale, du nez jusqu'au moteur. Delta-Nix n'était pas vide, il était vivant. Des satellites noirs tournaient en silence au-dessus d'un monde dévasté. Aucun signal, aucune diffusion, juste le silence. La surface était craquelée, brûlée, comme une planète ravagée de l'intérieur. Mais ces satellites n'étaient pas à des armes. C'étaient des enregistreurs, des yeux en orbite capturant des données. Lorsque nous en avons ouvert un, nous avons trouvé les images. Pas d'aujourd'hui, d'il y a des décennies. Des milliers d'êtres humains, hommes, femmes et enfants, alignés en combinaison spatiale. Ce n'étaient ni des prisonniers, ni des rebelles. C'étaient des sujets. Nous les avons vus entrer dans les dômes. Nous avons vu les dômes se refermer. Nous avons vu des flammes tomber du ciel. Et nous avons vu les scientifiques du Conseil prendre des notes. Nous sommes restés longtemps silencieux. Pas même un mot. Juste le silence. Puis Juno a dit « Brûlez l'orbite ». J'ai acquiescé. Nous avons piégé chaque enregistreur, chaque satellite. Et lorsque nous avons quitté le système, nous l'avons laissé en flammes, mais nous avons conservé les images, car le silence ne les protégeait plus. Il les condamnait. Le coup de grâce est survenu quelques jours plus tard. Une responsable du Conseil, Dra Valéris, a démissionné en direct à la télévision galactique. L'un de leurs architectes, une voix au nom de leur ordre. Il a pleuré à l'écran, imploré le pardon, tout avoué. Les groupes,
les expériences, la peur du conseil, leur plan à long terme d'assainissement de l'espèce. Il a dit « Les humains n'ont pas été effacés parce qu'ils étaient en des monstres. Ils ont été effacés parce qu'ils ont survécu à ce que le Conseil ne pouvait pas comprendre. Nous n'avons jamais correspondu à leur modèle. Nous n'avons jamais cédé à leur déclin. Nous avons résisté. Le Conseil ordonna son exécution dans l'heure. Mais il était trop tard. Les étoiles avaient entendu. Le mythe de la paix était mort. Le jugement dernier avait véritablement commencé. Nous n'étions plus seulement une menace. Nous étions une cause. Tout a commencé modestement. Un murmure dans les allées commerciales de la station Sornax. Une guilde de marchands refusa de vendre des armes fabriquées par le Conseil. Puis, un forceur de blocus, à la périphérie du Tari, transmit des fragments codés de nos émissions au vaisseau de passage. Et puis, le phénomène se propagea. Des colonies entières cessèrent d'être surveillées par le Conseil. Des gouverneurs disparurent du jour au lendemain. Des ambassades du Conseil furent incendiées. Dans certains secteurs, des travailleurs extraterrestres se mirent en grève, exigeant l'accès à leurs archives historiques scellées. Les manifestations dégénérèrent en émeutes, les émeutes en embuscades. Et au cœur de tout cela, des humains invisibles, jamais confirmés, mais dont la présence se faisait sentir à chaque interstice. La dérive de Vega ne pouvait plus supporter le poids. Le bruit était devenu insupportable, trop d'arrivées, trop de secrets mouraient entre nos murs. Alors Juno prit la décision. Décentralisation. Le réseau s'est fracturé. Non par faiblesse, mais par stratégie. 17 nouveaux hubs disséminés dans l'espace interdit. Plus seulement sous contrôle humain. Sympathisants, survivants, trahis. Chaque cellule était autonome, chaque cellule avait une mission. Frapper, saigner, disparaître. J'ai pris le commandement de la cellule Theta. Ma mission, faire saigner le noyau. Le noyau était le cœur du pouvoir du Conseil. Des mondes opulents, drapés de lois dorées, insensibles au chaos extérieur. Des cités flottant au-dessus des océans. Des tours perçant les nuages. Des citoyens nourris quotidiennement d'une paix soigneusement orchestrée. Ils croyaient la rébellion lointaine, abstraite. J'allais y remédier. Nous avons ciblé 3 planètes, Alzora, Veltran et Morpheus. Tous des joyaux du noyau, tous complaisants, tous nourris par le travail forcé dans des mondes dépouillés. Nous n'avons pas utilisé d'armes. Nous avons utilisé leur système. Juno avait développé ce qu'elle appelait le ver, un code silencieux et autoréplicatif qui infectait les relais de données publiques. Il ne détruisait pas, il révélait. Sur Elzora, le ver a pris le contrôle de leur théâtre central creux. 1000 citoyens étaient assis, attendant un balai approuvé par le Conseil. Ils ont eu droit au surnom Delta. Ils ont eu les dômes. Ils ont eu les cris. Le réseau éducatif Veltrans a suivi. Du jour au lendemain, chaque manuel scolaire, chaque cours a été remplacé par la véritable histoire. Notre histoire, les images du groupe, les tombes, les expériences, les cris. Sur Morphy, nous avons fait pire. Nous avons désactivé le réseau de défense planétaire pendant 10 minutes. Rien ne s'est passé durant ces 10 minutes, mais c'est la peur qui est restée. Le genre de peur que le Conseil ne pouvait pas contrôler. Nous n'avions besoin ni de vaisseaux, ni d'armes. Nous étions dans leurs rêves. De retour sur Vega Drift, devenu Cell Prime, Juno avait fort à faire. Les groupes sympathisants gagnaient en audace. Certains étaient inexpérimentés et négligents. Quelques-uns franchissaient même la ligne rouge, bombardant des ports civils et attaquant des non-combattants. Nous n'étions pas des saints, mais nous avions un code d'honneur. Juno l'appliquait avec une précision brutale. Un groupe, le M Rouge, a commencé à exécuter des enfants nés sous la tutelle du Conseil dans un camp de réfugiés sur Veila 4. Nous les avons découverts. Juno mena elle-même la grève, sans faire de prisonniers. Une fois terminée, elle lança son propre avertissement. Nous ne sommes pas le Conseil. Nous ne devenons pas ce que nous combattons. Elle ne sourit pas ensuite. Elle ne dit mot. Elle se servit simplement un verre et contempla les étoiles.
Certains la trouvèrent froide. Ils ne comprenaient pas. Elle n'était pas froide. Elle était concentrée. Le Conseil a tenté de riposter. Ils ont frappé le secteur 9, où nous avions construit un arsenal caché dans un réseau minier abandonné. Ils ont envoyé 2 croiseurs et une flotte de soutien. Nous attendions. J'avais passé les 2 dernières semaines à travailler avec une experte en démolition Ukari qui avait fait défection après la disparition de son frère lors d'audits génétiques menés par le Conseil. Ensemble, nous avons concentré suffisamment de charges thermiques dans les parois du treillis pour faire fondre une petite lune. Lorsque les croiseurs sont entrés dans la zone, nous les avons attirés avec de faux signaux, des échos de détresse humaine. Ils sont arrivés arrogants. Ils sont morts désorientés. 2000 soldats du Conseil ont été vaporisés dans une flamme qui a illuminé le ciel nocturne. Nous n'avons pas fêté ça. Nous avons récupéré du métal, des noyaux énergétiques et des données de leurs épaves. Chaque pièce qu'ils nous ont envoyée pour nous tuer, nous la leur avons renvoyée affûtée. Mais quelque chose d'autre s'était produit, un changement. Les espèces extraterrestres ont commencé à se déclarer non enregistrées. Un clin d'œil discret à notre égard. Des réfugiés sans planète ont commencé à peindre des symboles humains sur leur coque, des symboles de rébellion. Une enfant, orpheline de naissance, a gravé le R de l'ancienne résistance terrienne sur le blindage de sa carapace. Elle disait l'avoir vu en rêve. Elle a dit que ça lui donnait du courage. Brax a pleuré en voyant ça. C'était la première et la seule fois que je l'ai vue. Puis vint le tournant. Le conseiller Merrick, une voix importante du cercle restreint, s'est effondré. Il nous a envoyé un message depuis l'intérieur du noyau, crypté, urgent. Ce n'était pas un traître, pas complètement. Il avait peur. Le Conseil préparait une directive appelée Directive Vortex. Nous ignorions ce que cela signifiait, mais nous avons reconnu le désespoir dans ces mots. La dernière fois que le Conseil avait créé une directive de ce genre, il avait incendié la planète natale des Lassie pour dissimuler ses crimes biotechnologiques. 40 millions de personnes avaient en péri. Personne n'avait jamais eu à répondre de ces actes. Il nous fallait savoir ce que signifiait Vortex. Juno nous a envoyés, Bras et moi, au cœur du système. Profondément. À des profondeurs suicidaires. Nous avons atterri sur Karen Prime, l'une des lunes de recherche isolées du Conseil. Nous faisant passer pour des agents du Conseil, escortant un individu non enregistré capturé, nous avons contourné la sécurité grâce à des identifiants volés à un officier décédé 3 mois auparavant. À l'intérieur, c'était pire que ce que nous avions imaginé. Non pas un laboratoire, mais un coffre-fort rempli d'ADN volé, humain, extraterrestre, hybride. Un coffre-fort portait l'inscription « Vortex du protocole Genesis d'urgence ». Nous avons brisé le sceau. À l'intérieur, des embryons. Des milliers cultivés artificiellement. Sans parents, sans identité, juste des matrices. Ils ne cherchaient plus à nous tuer. Ils cherchaient à nous remplacer. Reconstruire leur version de l'humanité. Stérile, contrôlée, loyale. Une espèce parfaite, sans rage, sans rébellion, sans souvenir. La voix de Juno, calme et tranchante, résonna. Brûlez-la. Je regardai Bras. Il ne scia pas. Nous avons posé des charges explosives sur chaque mur, dans chaque cryotube. Et quand nous sommes partis, nous n'avons pas regardé en arrière. L'explosion résonna dans tous les systèmes. Le Conseil la nia. Mais les survivants parlèrent. Scientifiques, assistants, gardes, ils racontèrent des histoires d'humains fantomatiques, mettant le feu à leur avenir, de hors-la-loi riant tandis que les flammes s'élevaient. Le Conseil ne put plus rien y faire. Le silence s'était brisé, et à sa place, les étoiles brillèrent d'un nouveau nom. Ni un haie, humaine, ni hors-la-loi, libre. Le ciel n'était plus sombre. Il était en feu. Des anneaux extérieurs jusqu'aux confins noirs et veloutés du noyau. La rébellion avait éclaté comme une tempête aux 1000 têtes. La dérive de Vega n'était plus un secret. C'était une légende. Chaque cellule hors la loi,
chaque colonie opprimée, chaque enfant ayant grandi en entendant les murmures du dernier souffle de la terre, tous connaissaient son nom, et tous connaissaient le nôtre. Nous n'étions plus les proies, nous étions les chasseurs. La destruction du complexe Vortex a brisé quelque chose au sein du Conseil. Pas structurellement, ni même militairement. Elle a brisé leur illusion. Pendant des siècles, ils avaient opéré sous couvert de paix, une machine élégante bâtie sur un génocide déguisé et des mensonges savamment orchestrés. Ils n'ont pas conquis de planète. Ils se sont réorganisés. Ils n'ont pas tué de civils. Ils ont optimisé les populations. Mais lorsque cette lune a brûlé, lorsque les embryons ont hurlé dans les flammes et que les échos se sont infiltrés dans le réseau neuronal, ils n'ont plus pu se cacher derrière les mots. La galaxie a vu ce qu'ils étaient. Et pire encore pour eux, elle a vu ce que nous étions devenus. La guerre n'a pas commencé par des flottes, mais par des choix. Un traître syrien, jadis un allié dévoué du Conseil, refusa de livrer des vivres au front d'Ateras. Son équipage acquiesça. Le convoi entier disparut dans l'espace non répertorié. Une générale Valdori fit défection publiquement, emmenant avec elle la moitié de son armée. Sans prononcer un seul discours, elle diffusa simplement l'image d'une tombe de Deltanique et déclara « Nous ne suivons pas les monstres ». Une colonie agricole sur Zéphrine 3 s'est révoltée à l'aide d'outils miniers et de découpeuses hydrauliques. Sans tactique ni stratégie. Mais ils ont tenu 12 jours, suffisamment longtemps pour que Cell-Iota s'infiltre avec des armes et des caches de données. Cette colonie est devenue une forteresse. Nous n'avons pas conquis de territoire. Nous avons érigé des monuments. Juno a convoqué un sommet, au grand jour. Elle l'a annoncé sur le pont du Harbinger, notre nouveau vaisseau amiral. Un cuirassé du Conseil reconverti, dérobé lors d'une opération de renseignement 2 mois plus tôt. Long de 20 clics, alimenté par la rage et reconstruit par des fantômes, il a réuni les chefs de 25 factions rebelles. Humains, non-humains, mi-humains. Pas de grade, pas de siège, juste une salle ronde où planait une unique question, suspendue dans l'air vicié. Et maintenant, demanda Bra, on brûle tous les systèmes qui arborent l'emblème du Conseil. Un ancien biologiste du Conseil, désormais à la tête de la cellule gamma, rétorqua « Alors on devient comme eux ». Juno resta silencieuse jusqu'à ce que l'Assemblée soit en proie à une profonde confusion. Puis elle s'avança. « Pas d'empire » déclara-t-elle, « pas de drapeau, pas de traité de paix signé dans le sang. On combat, on en finit, puis on disparaît. Et le Conseil » demanda quelqu'un. Elle regarda les étoiles par le hublot. On les efface non seulement du pouvoir, mais aussi de l'histoire, de la mémoire, de tous les systèmes qu'ils ont corrompus. Et après cela, elle sourit. Alors, on laisse la galaxie respirer, libérée de toute emprise. La politique n'est pas faite pour moi. Je restais dans l'ombre, en charge des opérations. Notre dernière mission s'appelait « Crochet stellaire ». La cible était un nœud de communication centrale en orbite autour de Calvex 7, l'un des 4 derniers systèmes utilisés par le Conseil pour coordonner les mouvements de la flotte. Sa destruction aveuglerait leurs unités avancées et exposerait leurs flancs pendant 72 heures. Une fenêtre de tir aussi large. Nous n'avions pas vu ça depuis la scission du Conseil. J'ai pris 6 commandos, 3 humains, 2 VD de riz et un hybride Cerntech au nom imprononçable, mais dont la loyauté était forgée dans l'adversité. Nous avons décollé d'une porte des ombres dissimulée dans un amas de gaz, signaux masqués, moteur froid. Le Conseil ne nous attendait pas, mais il avait déployé des défenses automatisées, des mines anti-navires, des torpilles de proximité et des drones de chasse. À mi-chemin de la manœuvre de dérive, nous avons perdu le contact avec le tireur d'élite Valdari de Rick. Le meilleur que j'ai jamais vu. Son cri nous a traversés une seconde, avant que l'alarme de décompression ne s'allume. Nous n'avons pas freiné. Nous n'avons pas pleuré. Nous ne pouvions pas. À l'intérieur du nœud, nous avons placé des relais à pointe, piraté le processeur central et redirigé le réseau laser orbital vers sa propre source d'énergie. Boum! Tout a explosé comme une étoile mourante, emportant notre vaisseau X-Fil avec lui. Nous en avons perdu un autre dans l'explosion.
Nous avons rampé hors de l'appareil en combinaison de survie, appelé pour être récupéré, l'oxygène commençant à manquer. Un vieux vaisseau minier nous a fait signe de nous arrêter. Le pilote était humain. « Un bras, pas d'œil ?» a-t-il dit. « Vous êtes les fantômes ?» J'ai hoché la tête. Il a souri. « Bien, je vous attendais. » Le conseil a riposté. Cette fois, pas avec des flottes. Avec des armes ancestrales, ils ont fait exploser une bombe à neutrons sur Farlan, l'un de nos premiers avant-postes libérés. 90 000 morts, principalement des paysans et des enfants. Aucune présence militaire. Le message était clair. Ils avaient épuisé toutes les autres tactiques. Ils voulaient du sang. Et nous le leur avons donné. Le héros a lancé un assaut direct sur Zenith Prime, un centre névralgique du Conseil que l'on croyait imprenable. Nous avons coordonné nos actions avec 5 cellules, piraté leurs codes orbitaux et foncé avec le vaisseau à travers le réseau de défense de leur capitale. Il nous a fallu 22 minutes pour raser la tour qui émettait les ordres du vortex. Nettoyer le sang des ponts a pris 2 heures. Une fois la mission accomplie, je me suis tenu sur les ruines avec Juno. Le ciel au-dessus de Zit était orange de fumée et de jugement. « Ce n'est plus la guerre, dis-je. Elle acquiesça. C'est une opération chirurgicale. » Mais quelque chose se préparait. Quelque chose de plus important qu'une directive, de plus important qu'une flotte. Le Conseil perdait le contrôle, et il le savait. Et comme une bête agonisante, il se préparait à se débattre. Solas, la transfuge Valdari, intercepta des fragments provenant des profondeurs des archives du Conseil. Journaux brisés, fichiers corrompus, non. Un nom revenait sans cesse. Projet Noix, ultime recours. Un déclencheur apocalyptique enfoui au cœur des protocoles fondamentaux. On n'en savait pas grand-chose. Seulement qu'il n'avait jamais été activé. Car l'activer revenait à accepter la disparition du Conseil. Nous avions le choix, neutraliser le projet avant qu'il ne se déclenche, ou frapper directement le noyau et les forcer à agir. Bras voulait le noyau. Un nettoyage complet, guillotiner leur dieu et laisser les morceaux s'effondrer. Junon resta silencieuse. Je la regardais de l'autre côté de la table de guerre, le visage marqué par les combats, les yeux cernés, la mâchoire serrée. De toute façon, dis-je, nous perdons quelque chose. Oui, dit-elle, mais une seule voie nous offre une chance de reconstruire. J'acquiesçais. Alors nous brisons leur couronne. Le noyau nous attend. Pas par le feu, par le silence. Aucune flotte en orbite, aucune défense, pas même de balise. C'était trop facile, ce qui signifiait que c'était un piège. Et pourtant, nous y sommes entrés. Car la seule chose plus dangereuse qu'un être humain blessé, c'est un être humain qui n'a plus rien à craindre. Le noyau était trop silencieux. Ce silence, celui qu'on n'entend qu'avant une embuscade ou juste après l'explosion d'une bombe, quand la poussière n'est pas encore retombée. Ce silence où les battements de votre propre cœur résonnent comme un tambour funeste. Nous avons pénétré l'atmosphère de Virilon Prime, au cœur du commandement du Conseil, nous attendant à une résistance. Il n'y en eut aucune. La ville scintillait encore sous ses dômes de verre. Les gratte-ciels perçaient toujours les nuages. Les transports circulaient toujours sur les rails et les couloirs aériens. Mais les rues étaient désertes. Pas de soldats, pas de civils, aucun bruit, juste des fantômes. Braque se pencha par-dessus le bastingage du vaisseau, sa voix un grognement sourd. Ce n'est pas une reddition. C'est un piège. Juno acquiesça. Ils nous veulent ici. Elle avait raison. Nous étions déjà trop loin pour faire demi-tour. Alors, nous avons atterri. La salle du Conseil était intacte. Des piliers de marbre, des arches dorées à la feuille, ce même fichu blason gravé sur chaque mur, l'emblème d'une paix forgée dans l'hypocrisie. À l'intérieur, nous avons trouvé la chambre haute, et nous les avons trouvés, les derniers conseillers, 10 d'entre eux âgés, maigres, les yeux cernés, comme s'ils n'avaient pas dormi depuis des semaines. Ils n'avaient pas peur. Ils attendaient. L'un d'eux, le conseiller Harland, était debout à notre entrée. C'était lui, celui des dossiers Vortex, l'architecte de la directive, l'homme qui avait autorisé la politique d'extermination de l'humanité dans 3 systèmes stellaires.
Il leva la main, lentement et délibérément. On vous attendait. Bras arma son fusil. Tirez, dis-je. Bras hésita. Comme ça. Junot, elle, n'hésita pas. Son pistolet cracha un coup. Arlin s'effondra comme une masse inerte. Son crâne se fendit contre le marbre. Les autres ne bronchèrent même pas. Au contraire, l'une d'entre elles, Vera Tao, s'avança. Une femme à la peau pâle comme le sable et à la voix si calme qu'elle vous glaçait le sang. « Vous êtes venu pour le sang, dit-elle. »« Non, répondit Junot. Nous sommes venus pour la vérité. » Tal se retourna et posa la main sur un panneau derrière le trône. Un mur s'ouvrit. Derrière se trouvait une chambre forte. Et dans la chambre forte, le projet Nux. Nous pensions que c'était une arme. Ce n'en était pas une. C'était un message, une confession, le récit de la fondation du Conseil, sans filtre. Vidéos, enregistrements audio, échantillons biologiques, images déclassifiées. Tout y était révélé. Comment le Conseil avait été créé, non pour préserver la paix, mais pour éliminer les menaces. Comment les espèces primitives, celles qui détenaient le pouvoir, avaient manipulé l'évolution. Comment elles avaient stérilisé les espèces qui résistaient à l'asservissement économique. Comment les humains, dès leur apparition sur la scène galactique, furent-ils immédiatement perçus comme une menace en raison de leur imprévisibilité émotionnelle, de leur violence et de leur refus de s'assimiler? Le premier rapport de contact avec la Terre n'était pas un échange diplomatique, mais un diagnostic, instable, adaptable, rebelle, dangereux. L'extermination pourrait s'avérer nécessaire. Ils n'ont pas cherché à nous éduquer. Ils ont tenté de nous dompter. Et face à leur échec, ils nous ont enterrés. Junot resta figé, le visage impassible. Je le voyais dans ses yeux. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait d'un mensonge si ancien qu'il était devenu loi. Bras fracassa une console avec la crosse de son fusil. Nous le savions déjà. À quoi bon? Conseillère Talatataire. Le but, commandant, c'est que vous avez gagné? Je fronçai les sourcils. Alors pourquoi nous montrer ça? Elle semblait épuisée, parce que nous savions que ça finirait ainsi. Vous croyez nous détruire, mais vous ne faites que boucler la boucle. Junot s'avança. Quel cycle? Murmura Talat. Tout pouvoir se consume. Finalement, ceux qui recherchent la justice deviendront des tyrans, et les étoiles oublieront qui a tiré le premier. C'était son ultime stratagème. Elle ne cherchait pas à gagner. Elle cherchait à nous empoisonner, à nous faire douter de notre propre courage. Nous avons quitté la chambre en silence. Les autres sont restés. Nous ne les avons pas tués. Ce n'était pas nécessaire. Ils moururent dans cette pièce dès que les portes se refermèrent. Leur empire s'était déjà effondré. Ils refusaient simplement de l'accepter. De retour à bord du Harbinger, nous fûmes confrontés à l'ultime décision. Bras voulait raser chaque planète centrale. Feu et cendres. Ils nous ont regardés brûler. Il grogna. À présent, c'est à notre tour de leur rendre l'appareil. D'autres approuvèrent. Certains hésitèrent. Junot se tenait au centre, silencieuse. Puis elle se tourna vers moi. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle. Je ne répondis pas tout de suite. Je parcourus la pièce du regard. Les humains, aux membres prothétiques et aux numéros marqués au fer rouge des camps du Conseil. Les alliés extraterrestres qui avaient été perdus des familles à cause des politiques de stérilisation. Les enfants qui arboraient notre emblème non pas en rebelles, mais en symbole d'espoir. Et je me suis souvenu de la Terre. Je me suis souvenu du ciel bleu avant qu'il ne devienne rouge, des océans avant qu'ils ne se mettent à bouillir, des villes avant qu'elles ne s'effondrent. Je me suis souvenu de ce qui nous a été pris et de ce que nous sommes devenus. Le feu, dis-je, ne leur fera pas se souvenir. Il ne fera que les effrayer. J'ai regardé Junon, et la peur, c'est elle qui nous a menés là où nous en sommes. Elle hocha lentement la tête et prit sa décision. Nous n'avons pas brûlé le noyau, nous l'avons ouvert. Nous avons diffusé la vérité à travers tous les systèmes stellaires, sans coupure, sans censure. Chaque atrocité,
chaque espèce anéantie, chaque génocide classé comme tel. Nous avons déchiré le voile sur leur Dieu, et nous n'avons pas demandé pardon à la galaxie. Nous lui avons demandé de choisir. Le résultat, le chaos, des soulèvements partout. Les drapeaux du Conseil furent arrachés, brûlés, remplacés par des symboles de vérité. Certains humains, d'autres extraterrestres, d'autres encore totalement nouveaux. Le noyau se fractura. Certains systèmes sombrèrent dans la guerre civile. D'autres trouvèrent de nouveaux dirigeants. Tous ne choisirent pas la paix. Tous ne choisirent pas la clémence. Mais tous choisirent la liberté. Et en cela, nous avons gagné. Juno démissionna un mois plus tard. LB déclara que sa guerre était terminée. Elle disparut dans les secteurs fantômes comme la fumée après un incendie. Bra resta. Il construisit ce qu'il appelait la flotte de cendres, une unité mobile chargée de traquer les pires monstres de l'ancien Conseil qui avaient réussi à s'échapper. Quant à moi, je suis retourné à Vega Drift. Tout a changé. Plus caché, plus traqué. C'est un phare. Un lieu où aucun drapeau ne flotte. Où les hors-la-loi sont devenus les fondateurs d'une nouvelle vérité. Le Conseil a banni les humains, mais il était bien trop tard. Car nous n'étions pas que des soldats ou des rebelles. Nous étions un souvenir qui refusait de mourir. Un avertissement écrit dans le sang et le silence. Et maintenant, nous sommes plus que cela. Nous sommes ceux qui se souviennent. Et les étoiles avec lesquelles ils se souviennent.